Donc bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai proposé de vous parler d'un sujet qui est d'actualité depuis un moment et qui est un peu délicat. Donc la place du chercheur quand il est mis en position d'expert sur le changement climatique et quel arbitrage sur les incertitudes dans la communication. Voilà. Donc bon, chaque mot est important et je vais revenir dessus dans la suite. Donc d'abord je vais vous parler de la position individuelle de l'individu chercheur, donc, qui fait de la recherche, mais qui fait aussi autre chose, et les différentes casquettes. Ensuite, l'expertise, plus particulièrement, dans sa définition et quelques éléments de pratique ou de normes, et les risques associés. Et puis, ça va nous amener à la gestion du risque et à l'importance de prendre en compte lorsque on bâtit une expertise. Et à ce moment-là, ça repose beaucoup sur les incertitudes et leur qualification, leur connaissance. Donc, j'illustrerai les démarches, y compris celle du GIEC, et puis celle plus d'un mouvement issu des sciences politiques dit post-normal, sur la montée du niveau marin. Voilà, avant de conclure. Alors, c'est très ambitieux. Donc, en fait, il y a quasiment deux volets. Donc, je vais peut-être aller un peu vite, histoire de laisser la place ensuite, lors du débat, sur les points qui vous auront le plus fait réagir, où on pourra essayer d'approfondir à ce moment-là en fonction de vos questions. Donc d'abord, les différentes casquettes individuelles. Être un individu, c'est pas évident. Parce qu'en fait, on fait plein de choses à la fois et on peut pas se découper en petits morceaux en disant aujourd'hui c'est ce morceau-là, demain c'est celui-là. On porte plein de casquettes différentes. Donc en tant que scientifique, évidemment. Alors le scientifique, lui, et ça permet de restreindre un petit peu aussi les différentes fonctions, ce qui permet en même temps de les cadrer. Le scientifique, alors c'est strictement personnel. D'ailleurs, en fait, ce que je vais vous exposer là, c'est tiré de mes lectures, de ma pratique, mais tout ce que je vous dis, c'est des considérations personnelles, avec mon expérience et mon point de vue. Il n'y a rien de normatif là-dedans, mais c'est des éléments de réflexion que je voudrais partager avec vous. Alors, le scientifique, en résumé, produit de la connaissance scientifique, et il publie, très important forcément, et il échange avec ses pairs. Et l'échange avec ses pairs, dans le cadre de la discussion scientifique, c'est obligatoire, et c'est la pratique, c'est la validation. Mais quand on discute plus avec ses pairs, on n'est pas forcément dans le champ scientifique à ce moment-là. Alors l'expert, précisément, lui, c'est pas la connaissance qu'il produit, c'est une information pour les décideurs. À ce moment-là, il discute beaucoup avec les décideurs, les porteurs d'enjeux. Les porteurs d'enjeux ne sont pas forcément les décideurs, c'est des gens qui sont influencés par la décision, qui ont une part là-dedans. Une action aussi en tant que vulgarisateur ou d'enseignement, dans une moindre mesure. Donc là, à ce moment-là, c'est un transfert des connaissances existantes vers le grand public dans un cas, ou vers différentes personnes non scientifiques. Ça peut être des étudiants, à ce moment-là, on les forme pour qu'ils deviennent évidemment plus techniques. Donc là, c'est l'information de la sensibilisation. La sensibilisation qui a aussi un impact sur les perceptions et ensuite sur les décisions ultérieures. Le citoyen, voire élu, un chercheur, c'est beaucoup de cas d'ailleurs. Irina Sondelmotte, elle a été élue au conseil municipal, c'est absolument normal, c'est absolument pas incompatible. Là, on est dans le domaine du politique. Et à ce moment-là, on peut soit administrer, soit, en tant que citoyen, interpeller les élus sur leurs décisions qui sont liées à leur mandat. Consommateur, aussi naturellement, on est dans le volet économique et on influe ou on interagit en tout cas par ses choix de consommation avec les producteurs, les vendeurs, industrie, services. Voilà. Contribuable aussi, du fait qu'on paye nos impôts ou des redevances, notamment par exemple la facture d'eau, mais aussi la facture d'électricité, de gaz, etc. Derrière, il y a évidemment des choix. Et surtout en tant que contribuable, nous avons un droit de regard sur les politiques publiques financées, c'est dans la Constitution. Aussi sur le volet culturel, à travers les associations, donc on peut être acteur. Donc à ce moment-là, là c'est vraiment la place pour la conviction personnelle, parfaitement libre. Ces ambitions de changement, ces visions sociales, culturelles, tout ça. Beaucoup plus dans ce domaine-là. Et on interagit aussi par lobby. Alors ce que vous voyez dans ces différentes casquettes, c'est d'abord que c'est très difficile d'en porter qu'une seule à la fois, mais pourtant, à chaque action, chaque interlocuteur peut correspondre plutôt à une certaine casquette. Ça dépend de la nature de l'information qu'on communique, la façon dont on la communique, et de l'interlocuteur. Alors du coup, forcément, ça demande des registres de communication et des éthiques. Pour compliquer encore tout ça, l'interlocuteur lui-même, il a plusieurs casquettes.
Bon, alors on ne sait pas toujours à laquelle on s'adresse. Et ça devient très très ambigu quand on s'adresse à un décideur, par exemple, qui fait partie de la SOS, de politique, ou qui a ses propres convictions. Et en général, ce qu'on dit dans la salle, c'est pas la même chose que ce qu'on dit au café avec lui. Hein. Ça n'a rien à voir, en fait. Et la vraie conversation, parfois, on l'a au café. Mais néanmoins, la posture individuelle n'est pas la même, suivant les circonstances. Bon, c'est pareil pour nous. Donc du coup, pour s'en sortir avec toutes ces casquettes, il faut être au clair sur sa démarche. Et lorsqu'il y a des ambiguïtés, il faut les lever soi-même, surtout quand on parle. Hein, en gros, c'est nous qui avons la main. Comme moi aujourd'hui. Hein, je vous ai dit au début que c'était une analyse personnelle, que c'est pas une présentation scientifique, et c'est fait pour ouvrir un débat. Hein. J'ai pas levé toutes les ambiguïtés en disant ça, mais j'ai essayé de le faire. Peut-être par la suite, je continuerai. Donc, c'est quelque chose que l'on fait en début, en ouverture, et qu'on fait aussi en amont, lorsqu'on est sollicité, lorsqu'on propose une intervention. Alors, c'est d'autant plus nécessaire de le faire que la demande est souvent confuse. Vous avez par exemple un journaliste qui vous appelle, ou un décideur, et puis il demande un conseil. Et puis il vous dit pas forcément qu'il y a une décision derrière, hein, ou s'il y a du financement, ou ce qui va être fait de cette décision. Si c'est un journaliste, en plus, souvent, il pose d'ailleurs, même si les décideurs posent des tas de questions sur lesquelles on n'est pas spécialiste, hors de notre champ disciplinaire. Sans parler, quand on demande des questions, ça les adore les journalistes, sur le sentiment, sur ce qu'on pense de ceci, cela, de la politique. Alors là, on est complètement hors du champ, à ce moment-là, hein, de l'expertise du scientifique, il faut le savoir. Donc, on ne peut pas délivrer le message de la même façon parce qu'il n'est pas entendu de la même façon par celui qui prend tout d'un coup, qui entend tout ça et qui prend tout d'un coup. Et qui doit faire le travail de « Ah, là, il est spécialiste, là, il ne l'est pas, etc. » Il ne le sait pas forcément. Donc, on doit faire ce travail. Hein. C'est une question d'abord de bonne information. Il faut recadrer. Donc, il faut faire ce travail pour préciser à quel titre on s'exprime. Donc, recadrer la question. Hein. On n'est pas obligé de répondre à la question posée. On répond à la question, on répond ce qu'on est capable de répondre dans le contexte donné. Donc, il faut savoir et pas hésiter à recadrer la question qui vous est posée vers ce à quoi on peut répondre. On peut répondre parce qu'on sait ou on peut répondre parce qu'on est légitime, parce que c'est le cadre. On ne peut pas répondre sur tous les plans, à ce moment, ça crée trop de confusion. Il faut avertir lorsqu'on exprime un avis personnel. Ça, c'est une question d'éthique, hein, c'est officiel. Hein. Et les avis personnels, on peut les avoir, mais il faut prévenir quand on l'a. Toujours dans le respect des personnes, naturellement. Après, c'est autre chose, surtout si on est salarié. Quand il y a des controverses, il faut avertir en cas d'existence et pas faire part juste d'un seul avis parmi les controverses. Ensuite, il faut voir ce que c'est qu'une controverse. Et balayer les polémiques. Les polémiques, c'est pas des éléments de débat. Hein, et les journalistes adorent les polémiques, mais moins les controverses. Donc la polémique, c'est une discussion sur un thème qui reçoit beaucoup de succès médiatique. Voilà. Ça ne veut pas dire que la question est pertinente, ça ne veut pas dire que la réponse est inconnue, mais ça veut dire que ça fait le buzz. Et donc les gens réagissent énormément d'un point de vue médiatique. Donc d'un point de vue scientifique, ça ne nous intéresse pas, ça. Quand l'information scientifique est passée, hein, rentrer dans les polémiques est toujours risqué. Il y en a qui peuvent le faire, hein, c'est pas interdit, mais c'est risque et péril. Mais c'est plus la posture du scientifique, forcément. Et la controverse, par contre, c'est quand il existe des incertitudes sur la connaissance scientifique elle-même. Donc il y a un débat en cours, un débat argumenté de façon scientifique, avec des éléments apportés dans une méthode scientifique de part et d'autre. S'il n'y a pas d'éléments scientifiques d'un côté et qu'un gars s'est réveillé le matin en disant « Oh là là, les particules cosmiques », s'il n'y a pas d'éléments derrière, c'est pas une controverse. Hein. C'est juste un type qui a une idée en se levant, c'est tout. Hein. Voilà. Donc, alors, il faut maîtriser du coup soi-même hein, ce qui motive notre expression. Hein, pourquoi on parle? C'est-à-dire que d'abord, il faut avoir des connaissances scientifiques bien établies et savoir placer son expertise personnelle. Donc, on est expert dans son champ de spécialité. Hein. On n'est pas spécialiste des autres champs dans lesquels on ne pratique pas, sauf si on a fait des formations et passé beaucoup de temps, ce qui est en général rare, parce qu'on est souvent monospécialiste. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas être expert sur ces sujets. Être expert, ça veut dire qu'on est capable d'en parler et de sous-peser, de faire le bilan des connaissances scientifiques. Un bon scientifique peut le faire s'il passe suffisamment de temps sur la biblio et des choses comme ça, pour pouvoir en parler. Quand on n'est pas spécialiste, c'est un regard personnel non spécialiste. À ce moment-là, il faut que ce soit clair pour l'auditeur. Hein. Donc, rester dans le cadre de son mandat pour éviter la confusion. On est soit dans un cadre d'expertise pour une décision ou de vulgarisation, hein, ou alors on est lanceur d'alerte. Ce sont des statuts qu'il faut vraiment assumer. Hein. Le lanceur d'alerte, c'est pas n'importe quoi, ça relève d'un droit de lanceur d'alerte qui présente aussi beaucoup de risques et beaucoup de responsabilités. Donc quand on actionne cela, il faut savoir qu'on l'actionne. À ce moment-là, il faut le faire vraiment. Hein. Également, comme on le dit qu'il faut savoir cadrer, il faut savoir aussi recadrer et refuser de répondre à certaines questions. Hein. On est très souvent poussé dans le retranchement, mais dit vraiment ce que vous en pensez, tout ça. Je dis bah non, je peux vous répondre. Je peux pas, ce serait trop risqué, je pourrais vous dire des choses
dont je ne suis pas spécialiste, où je pourrais me dédire, ou induire les gens en erreur, et puis c'est pas vraiment le lieu aujourd'hui, etc. Hein. Il y a différents débats pour différents lieux. On ne peut pas tout faire au même endroit. Donc éventuellement, il faut éclater en plusieurs interviews, en plusieurs occasions. Alors, l'expertise, ça c'était vraiment, bon, je me suis un petit peu avancé, mais détaillons ce que c'est que l'expertise. Alors l'expertise, c'est le fait d'apporter des connaissances scientifiques et techniques disponibles pour éclairer une décision. S'il n'y a pas de décision derrière, il n'y a pas d'expertise. Okay. En tout cas, dans cette définition-là, bien sûr, pour empêcher les gens de parler. Il faut que cette information soit disponible. On ne parle pas de connaissances qui sont pas encore. J'ai pas dit établies, hein, parce que les connaissances peuvent déjà être apportées, mais pas de façon encore très robuste. Elles existent. Okay, on peut en parler. Technique, ça veut dire vraiment des solutions techniques, c'est plus dans le domaine scientifique, ça nous concerne moins, mais enfin ça fait partie de l'expertise aussi. Du coup, on mobilise bien les connaissances existantes. Éventuellement, quand on a la chance et qu'on est en poste, on suscite l'élaboration de nouvelles connaissances en cas de déficit de façon ciblée, hein, quand on a identifié ce qui pouvait manquer à la décision. Dans ces informations, on sélectionne soit l'expert, dans le processus d'expertise plutôt, parce qu'on n'est pas forcément seul, les informations pertinentes. Ce qui veut dire que là, on arbitre. Cette position d'arbitre suppose la neutralité et la compétence aussi. C'est une étape très, très importante. Parce que c'est là qu'on choisit de ne pas parler de certaines choses. Hein. Et c'est légitime, naturellement, quand on fait avec une bonne méthode. Pour une question posée. C'est-à-dire que quand on l'avait fait pour une question, pour une autre question, c'est peut-être plus valable. Hein. Par exemple, c'est fait pour la santé et qu'on est dans un village qu'on est à Paris, hein, la question de la montée du niveau marin se pose pas trop. Donc on n'a pas les mêmes, on va pas mobiliser les mêmes connaissances sur les inondations, oui, mais on va pas mobiliser les mêmes connaissances que si on est sur une ville côtière, par exemple. Donc évidemment, il faut les exposer d'une façon appropriée, c'est-à-dire en contextualisant et notamment en indiquant le niveau de confiance que l'on peut avoir dans l'information communiquée. On fait état des controverses, je l'ai déjà dit, c'est différent des polémiques, et éventuellement on émet des recommandations. Émettre des recommandations suppose une question très très précise de qu'on a les compétences pour le faire. Et il faut être assuré que les recommandations ne vont pas effacer les débats éventuels, hein, qui peuvent rester sur les connaissances. Donc, donner des recommandations, c'est un exercice presque définitif, dans la mesure où on est souvent mis en position normative de celui qui sait. Hein. Donc, c'est un exercice extrêmement délicat, qui nous engage énormément quand on le fait. Hein. Faut bien en avoir conscience. Quand on émet une recommandation, c'est quasiment comme si on proposait une décision. Or, la décision est dans le domaine de celui qui demande l'expertise, pas dans la main de l'expert. L'expert ne doit pas décider. Hein. Il donne l'information pour la décision. Et il doit le faire de façon à laisser la décision suffisamment ouverte et responsable. C'est pour ça que émettre des recommandations est quelque chose de vraiment très risqué. Alors, il faut le faire évidemment dans son champ de compétences, dans le champ de compétences de l'expertise, sachant qu'il peut y avoir des recommandations opposées. Hein. Parce par exemple, sur l'euthanasie, ils n'ont pas conclu sur une seule position, faut-il ou pas l'autoriser. On dit, il y a deux points de vue, pour l'instant, différents, avec telle considération. Et voici ce que nous pensons de la chose. La décision est un autre processus, un processus politique avec négociation, hein, qui n'est pas du ressort de l'expert. Faire état des controverses, c'est quelque chose de très difficile, parce qu'en général, voilà, plutôt une préférence. Donc là, la préférence l'a-t-on en tant que scientifique, en tant que citoyen, en tant qu'associatif, en tant que politique, en tant que décideur, ou en tant que expert. Voilà, c'est ça qu'il faut bien savoir. L'expert, lui, il n'a pas de préférence. Et donc, il doit faire fi, ou la part, de toutes les influences qu'il a, qui pourraient le pousser d'un côté ou de l'autre. La charte de l'expertise de l'Académie des sciences dit que le rapport d'expertise fait mention des points, que l'état des connaissances disponibles ne permet pas de trancher avec une certitude suffisante. Bon, comme on ne sait pas ce qui est suffisant, ça laisse la main. Mais c'est bien comme ça. Hein. Il fait état des controverses, liées ou non aux incertitudes, et mentionne les éventuels avis divergents exprimés au sein du comité des experts. Donc, je rappelle que les avis divergents doivent être appuyés scientifiquement. Hein. Il faut que ce soit dans le cadre d'une controverse scientifique. Pas d'arguments scientifiques posés, pas d'avis divergents, parce que pas d'avis. Okay. Donc, les points tranchés avec une certitude suffisante le sont en fonction de l'état des connaissances scientifiques du moment. Voilà. Il faut savoir, donc, un avis, ça bouge, hein, et c'est dépendant de ce qu'on sait. Il faut s'arrêter là. Donc, on nous demande souvent d'avoir un avis sur un truc. Eh bien, il faut dire jusqu'où on ne sait pas.
Et ça, c'est une des choses les plus importantes, c'est dites-nous ce que vous savez, dites-nous ce que vous ne savez pas, et dites-nous ce que vous en pensez. C'est les trois questions successives qu'il faut se poser. Et dedans, savoir ce qu'on ne sait pas est aussi important que savoir ce qu'on sait. La charte de l'expertise privée, l'entreprise pour l'environnement, parle du principe de pluralisme, ouverture de l'expertise à la controverse complétée par la publication des convergences et divergences, etc. Avis de consensus, dissensus, on est sur le même point. Weigel, en 2010, disait qu'il y avait une perte d'information à privilégier certains modèles, alors en anglais, particularly when internal variability is large, more information may be lost by inappropriate weighting that could potentially be gained by optimum weighting. Donc là, c'était à propos des incertitudes sur les scénarios, les modèles, il y en a qui proposaient de faire, de donner des poids et de faire une moyenne. Voilà. Voici ce qu'il en disait. C'est vrai, évidemment, le point de vue qualitatif. Donc il faut préférer un large éventail de résultats à un arbitrage. Donc, pour faire une bonne expertise, quelques conditions. D'abord, évidemment, il faut avoir accès à l'information scientifique de base, pas celle qui a été réinterprétée, etc. Et la compétence pour l'interpréter correctement. Donc, ça suffit. On n'a pas besoin d'être spécialiste. Il faut avoir accès à l'information et être capable de l'interpréter de manière scientifique. Alors, dans la charte d'expertise du CNRS, il s'agit d'expertise scientifique, d'une part, et institutionnelle, d'autre part. Je vais préciser après ce que c'est. Mais pas d'expertise individuelle qui n'est pas portée par l'organisme. La qualité de l'expertise s'apprécie essentiellement au regard de la rigueur de la procédure, de la compétence, de l'indépendance de ceux qui la conduisent, de la traçabilité des sources, on dit sur quoi on a bossé, des exigences des méthodes mises en œuvre en matière de transparence, et notamment, et la clarté et l'exhaustivité du rapport final. Ça veut dire que, bon, clarté c'est évident, exhaustivité, on parle de tout, notamment de ce qu'on ne sait pas et des différents courants. Donc c'est quand même très large, et moi je trouve ça très bien, mais c'est pas forcément très connu. Donc, voilà. En outre, pour une bonne expertise, il ne suffit pas d'être assez fort d'un point de vue scientifique et bien cadré, il faut aussi comprendre les enjeux sociétaux associés à la question. Pour donner l'information pertinente. L'information pertinente, c'est qu'il faut savoir à quoi elle va servir et comment. Voilà, donc il y a cet aspect de la décision publique, du monde institutionnel, qui est important pour l'expertise. Et il faut être également indépendant d'une part des courants scientifiques internes pour avoir sa propre objectivité, et d'autre part indépendant des pressions des porteurs d'enjeux, enfin du monde extérieur, des pressions qui peuvent être extrêmement puissantes. Donc le meilleur expert, c'est pas forcément le meilleur spécialiste, et c'est même pas forcément un scientifique. C'est quelqu'un qui est capable de mobiliser l'information et qui connaît les usages possibles et les besoins de l'autre côté pour mettre à l'adéquation. En général, un scientifique ne connaît pas les besoins organisationnels d'instituts, d'établissements publics, des collectivités, etc. Si ça arrive. Donc, le scientifique est souvent sollicité à titre individuel. Donc, ce qui veut dire que cette charte de l'expertise institutionnelle ne s'applique pas. Et l'individu est seul responsable de ce qu'il dit. Et donc, redevable aussi par rapport à un certain nombre de choses. Au CEA, l'expertise sur ces sujets, alors ça se voit pas, mais l'expertise sur ces sujets de compétences spécifiques, est de l'ordre du conseil. Le CEA, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial. D'accord? Donc l'expertise, ça se vend. Quand c'est pas dans ces domaines, notamment sur la gestion, etc., à ce moment-là, ça relève d'une activité extérieure. Donc en fait, le CEA n'est plus concerné. D'accord? Mais néanmoins, nous restons soumis à un devoir de réserve et un devoir d'information aussi, un devoir d'alerte. Alors, comme on est un petit peu en marge, il faut une organisation frontière. L'expertise, c'est le transfert vers la décision vers l'extérieur. Donc Huston avait analysé ça et proposé, enfin voilà, de stabiliser cette frontière. Donc en donnant un exemple aux US et en alimentant les scientifiques vers le fonctionnement de la société, en gros, et économique et institutionnelle, et des membres d'institutions, des chargés de mission vers l'activité scientifique, en faisant des passerelles, voire des séjours chez les uns et chez les autres de plusieurs années, de faire circuler, et évidemment d'organiser des reconnaissances dans la carrière, des reconnaissances et des capacités professionnelles associées, en les valorisant en interne, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, parce qu'en général, c'est dévalorisé. En général, c'est du temps perdu, ça nous coûte, etc. Parfois, c'est un organisme spécifique qui est mis en place. Donc, je vous donne l'exemple de l'ONEMA, où j'ai passé 3 ans et demi, donc c'est l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. J'étais chargé de mission justement pour l'expertise à destination des collectivités territoriales et au niveau national, etc., un peu l'Europe, sur la gestion quantitative de l'eau. Et notre travail, on était 20 sur différents aspects de la gestion du milieu aquatique, notre travail, c'est de servir d'interface. On faisait passer l'information des besoins aux scientifiques, on finançait les lacunes de connaissances, on mobilisait la formation scientifique, ce
ce qui permettait d'être à la fois indépendant des chapelles scientifiques, ce qui est quand même très précieux, mais pas toujours le cas, et indépendant en théorie des pressions du monde sociétal, économique, etc. Bon, naturellement, ça marche pas bien parce que, en particulier en France, être à l'abri des pressions, c'est quelque chose quand même d'assez exceptionnel. Et c'est pas la règle. Mais au minimum, il faudrait quand même avoir une certaine organisation interne au laboratoire, expliciter et encadrer l'activité, et pourquoi pas au niveau des fédérations et l'ABEX, évidemment, je pense à l'IPSL en ce qui nous concerne. Alors à ce propos, donc l'organisation interne au labo, il y avait en 2013 une prospective au LSCE sur les actions sociétales. Donc notamment, hein, c'est un extrait arbitraire, hein, ce diagramme qui montrait différentes activités en fonction de deux axes assez révélateurs d'ailleurs des préoccupations lors de cette prospective. Intérêt scientifique d'une part et d'autre part intérêt financier. Donc intérêt financier, ça permet de récupérer de l'argent pour fonctionner ou pour financer de la recherche, etc. L'intérêt scientifique, c'est vu essentiellement comme la capacité à publier. Et nous étions plusieurs à proposer ici dans le petit cadre en bas à gauche quelque chose qui rapporte rien, ni publie, ni fric, voilà. Et qui est expertise type service public, celle finalement dont je vous parle depuis le début. Et voilà, donc on a insisté un petit peu, et puis finalement, non, ça n'a pas été pris. Donc il n'y a pas eu de débat ni d'intégration à ce moment-là, donc on a un peu raté l'occasion, mais c'est quelque chose qu'on devrait, à mon avis, reprendre. Alors, au niveau il y a aussi la prospective service climatique de l'IPSL, où ça a été à peu près pareil. Sauf qu'il n'y a pas eu de tableau, c'était des interventions et des échanges qui n'ont eu aucune suite. J'ai essayé ensuite au niveau de la communication. Enfin, il n'y a aucune structure qui permette d'accueillir ça un petit peu de façon organisée à l'IPSL. Si ce n'est les services climatiques qui sont une prestation, hein, donc services climatiques, on est par là, à mettre les données en accès, libre ou pas, voilà. Mais on n'est pas du tout dans cette zone-ci. Hein. Donc l'expertise institutionnelle, c'est celle où un organisme est sollicité. D'accord, c'est l'institution qui doit répondre de la façon dont répond l'expertise. Donc c'est en général bien cadré. Alors, elle peut quand même être individuelle. Hein. Il peut y avoir une seule personne qui répond à ça. Elle peut être collégiale, c'est que des scientifiques, mais elle peut aussi être collective. Et à ce moment-là, c'est pas que l'organisme. Plusieurs fonctions qui sont mobilisées. Ça peut être avec des décideurs externes ou plusieurs services en interne, etc. Donc, par définition, elle engage l'organisme et pas les individus. Elle est cadrée par des chartes, le plus souvent. Hein. Mais pas toujours. En tout cas, au CNRS, oui. Elle prévoit des obligations, notamment de composition des personnes qui participent, de méthodes de travail, de gestion des controverses, j'en ai parlé un petit peu. Un des avantages, c'est que ça sécurise les participants, un peu, hein, parce qu'ils restent quand même individuellement identifiables, et qui peuvent être ciblés quand même par ailleurs. L'objectivité interne à l'organisme aussi, c'est quelque chose qui est également difficile à éclairer. Hein. Voilà. Bon, donc ça n'élimine pas les risques de subjectivité. Vous voyez, là, dans la charte d'expertise d'entreprise privée, il y a un principe de pluralisme, dont je vous ai parlé. Par contre, l'expertise individuelle, non institutionnelle, elle, le chercheur est sollicité intuitu personné. C'est un concept officiel. C'est-à-dire pour lui-même parce que c'est lui. D'accord? Pas en vertu de sa position. Donc, dans ce cas-là, il est redevable personnellement et il n'est soumis aux obligations qui lui arrivent explicitement. En général, très peu. Ça résulte du choix arbitraire du demandeur. Le demandeur, ça peut être le ministère, ça peut être un organisme de bassin, ça peut être une ville, ça peut être n'importe qui, ou un journaliste, ou un tribunal. Okay, le tribunal convoque ses experts à titre personnel. Hein, c'est très important. Bon. Et voilà. Donc le critère, c'est en général la facilité et le calcul. En gros, c'est quelqu'un qu'on connaît, c'est quelqu'un qui est pas loin. On l'a déjà financé, il est dans les cartons, administrativement ça simplifie. Alors s'il est médiatiquement connu, ça donne un certain point, une certaine légitimité, hein, médiatique uniquement. S'il est politiquement correct, c'est très important, on sait qu'il va pas arriver dans les brancards, pas dire des trucs trop dérangeants. Donc il y a un grand choix en amont de la personne qui a des impacts en fait sur la parole qui va être délivrée. Donc c'est souvent fait avec bonne volonté, mais néanmoins il n'y a pas de protection de principe autour. Et dans le changement climatique, c'est le cas général. Hein. Ces gens, sur le changement climatique, l'expertise est très souvent individuelle. Alors attention, c'est pas parce qu'elle est individuelle qu'il n'y a pas plusieurs personnes. Donc là, notamment, un exemple du rapport d'Ijouzel sur la montée du niveau marin en 2015, la lettre de mission, c'est le secrétariat d'État chargé de l'écologie, qui est écrit à Jean Jouzel, cher Jean, qui écrit à Jean Jouzel, ni au CNRS, ni au LSCE, ni au PSL, ni au comité scientifique, et il demande de réunir sous son autorité des acteurs principaux, Donc, c'est à peu près tout ce qu'il y a comme méthode. Vous voyez que là, en fait, il s'agit d'une expertise individuelle qui mobilise un collectif. D'accord?
on n'est toujours pas dans l'expertise donc institutionnelle. Donc il n'y a pas de méthode opposable, ni de recours vraiment possible officiel. Même s'il peut y en avoir un officieux. Donc, on a déjà vu quelques écueils possibles dans l'expertise. Un des principaux est de confondre le travail de traduction au travail de médiation. Ça, c'est des concepts notamment construits par O'Reilly et collègues, et puis Becquerel, enfin bref. Donc, il s'agit de bien séparer les rôles. Il y a un rôle scientifique qui consiste à traduire les connaissances scientifiques sans rechercher le consensus, sans arbitrer les controverses, en intégrant des valeurs indicatives, même avec preuves faibles. Ça, c'est la production d'une connaissance scientifique de synthèse. L'autre travail, c'est celui de l'expert qui est médiateur, qui articule cela avec une décision et un collectif décisionnel. Donc c'est l'interface science-politique. Là, lui, l'expert, il est exposé aux enjeux sociétaux et informé de ces enjeux économiques, politiques et autres. Il sélectionne les éléments scientifiques au niveau de conscience pertinent pour la question posée. Et ce niveau de conscience, il faut que les informations soient disponibles dans la synthèse juste avant. Parce qu'il puise dans les synthèses. Et si c'est pas disponible là, il peut pas. Voilà. Donc, il y a des cas où on peut pas le faire, notamment si je montre. Donc, il faut bien expliciter le mandat et prévoir deux procédures distinctes. Et le problème, c'est que c'est rarement conscient de la part du demandeur. Il sait pas trop, en fait, tout ça, ces subtilités. Et puis le mandat, finalement, est confus. Donc, il faut savoir débrouiller le tout. Donc, cette situation peut résulter du mandat. Donc, il faut négocier le mandat en amont. Il faut le savoir en amont, avant qu'on nous confie le mandat, en gros. C'est souvent d'ailleurs comme ça que ça se passe. Le mandat est quelque chose d'officiel qui suit les discussions préalables et restreindre éventuellement en aval si vraiment c'est pas possible. Donc on dit non, je répondrai pas à tout. Je répondrai comme ça parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Et quand on est scientifique ou expert, on est sachant et on est en droit de reformuler la question. Ça fait partie du droit et même ça fait partie du devoir. Si jamais vous demandez à un maçon de vous faire une grosse opération dans votre maison et qu'il pense que ça va la casser, il va dire non, c'est pas possible, je peux pas le faire. Ou alors au milieu, j'ai trouvé ça, c'est pas possible, il faut qu'on change. Il y a un problème, je peux pas faire le trou parce que c'est trop dangereux. Donc je décide de pas le faire, et je suis obligé de pas le faire et de vous le dire. Parce que si je le fais et qu'il y a un problème que je sais qu'il va avoir, je suis responsable. Donc c'est pareil pour l'expertise. Alors il y a aussi des biais individuels. Alors là, je suis totalement politiquement incorrect sur cette slide. Et d'ailleurs, je crois la suivante aussi. Donc, un des biais, c'est la minimisation du risque. Ça a été observé particulièrement, par exemple, pour la montée du niveau marin, pour l'accentuation des ouragans, pour la fonte du Pergélisol. Et donc, il y a plusieurs facteurs qui sont qualifiés comme erring on the side of least drama. C'est en fait le fait de chercher toujours à s'éloigner du drame ou d'être un petit peu moins disant. Il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a une tendance à la minoration lorsque, notamment, on va appliquer des normes scientifiques de preuve. On demande vraiment ce que la chose soit prouvée. En termes scientifiques, c'est obligatoire. En termes de délivrance d'informations, c'est pas obligatoire que ce soit fondamentalement prouvé de façon statistiquement significative, par exemple. Absence d'émotion, ça veut dire qu'on présente un truc comme s'il n'y avait pas d'implication, ce qui a un impact sur l'auditeur. On n'interprète pas les conséquences sur les risques, alors qu'on peut être dans un contexte d'alerte, comme sur le changement climatique. Et également, l'individu peut avoir peur des implications sociales. Il est un chercheur, il n'est pas là pour se casser la tête, ou se mettre sous pression, ou stresser, etc. C'est son droit. Mais du coup, cette peur des implications sociétales très larges, comme une ville va être noyée sous les eaux d'ici 20 ans, par exemple, c'est difficile à dire. On ne veut pas non plus être l'oiseau de mauvais augure, celui qui est le porteur de mauvaises nouvelles, un bringer of bad news. On peut également avoir peur, à juste titre, d'un retour de bâton. Quand on est, finalement, quelque part, on est un lanceur d'alerte. Alors là, j'ai un exemple très simple. Par exemple, à Marseille, c'était un consultant dont l'avis était sollicité à propos de l'exposition de la ville de Marseille aux inondations et au changement climatique. Bon, il a exposé ce qu'il pensait. Et il a dit, voilà, peut-être 1 mètre et tout, ça fait tel quartier. Il a présenté ça une fois. Ensuite, il y a un type qui est venu le voir et qui dit, voilà, si tu reparles de ça, t'es mort. Voilà. Et il en a plus reparlé. Donc, suivant le contexte, vous voyez que c'est pas très facile d'aller jusqu'au bout de ce qu'on a à dire. Donc, il fallait bien cadrer, bien protéger. Ensuite, il y avait aussi la stratégie anti-climato-sceptique. À un moment, les climato-sceptiques attaquaient le discours du GIEC en s'appuyant sur les incertitudes et la prise en compte des incertitudes. Comme c'était pas hyper clair, hyper cadré, il y avait un espace pour ça. Et du coup, pour répondre à cela, le GIEC a choisi, sans doute à juste titre, de limiter ses propos aux seuls aspects à confiance, aspect de confiance.
Ça peut être une stratégie donc de communication. Il y a aussi la peur de la réaction de déni, hein, qui est une peur qui touche davantage celui qui parle que celui qui l'entend, mais c'est aussi, il y a aussi un risque de déni, donc d'inaction derrière, mais c'est quand même une stratégie de communication. Ensuite, il y a la résistance au changement, c'est quelque chose de psychologique soi-même. On n'a pas envie de trop s'aventurer dans un espace qui bouleverse notre vie et notre façon de penser l'avenir. Et aussi un réflexe compréhensible, mais un réflexe quand même, de ne pas désavouer ses collègues, hein, qui ont peut-être dit moins, ou qui sont restés peut-être modérés, ou une expertise existante faisant autorité. Alors évidemment, je pense au GIEC. Hein. C'est très difficile pour un chercheur de dire, bah non, bah, je vais pas vous dire pareil que ce que vous a dit le GIEC. Oui, il y a des milliers de chercheurs, c'était l'ONU, bah, je vais vous dire autrement. Ça, c'est pas facile. Donc, il y a aussi une demande institutionnelle qui va dans le même sens. Sur le rapport Jouzel, il n'était pas demandé de faire une expertise nationale sur la montée du niveau marin, mais de décliner les conclusions du GIEC à la France. Donc clairement, là, l'aspect normatif du GIEC a été imposé au niveau ministériel. Et journalistique, c'est pareil, hein, on ne veut pas faire de contredire ses amis, etc. J'ai un exemple très clair, d'ailleurs j'en ai cité plusieurs. Là. J'ai été interviewé par un journaliste qui m'a dit, je ne peux pas dire ce que vous dites parce que j'ai des amis les sciences du climat qui disent pas pareil, je ne veux pas les contredire. Voilà, c'est ça qui m'a été répondu par un journaliste, donc scientifique. Hein. Dans la journée sur les risques littoraux en 2009, l'an dernier, hein, j'avais été sollicité, j'ai proposé une présentation sur la montée du niveau marin. Les organisateurs Sarema étaient emballés et par contre, ils n'ont jamais obtenu l'autorisation du ministère de dire autre chose, d'aller aussi loin, parce que la charge de mission au ministère avait peur que le message qui sort des sentiers battus ne soit pas apprécié par ses supérieurs. Hein. Ça, c'est vraiment la logique du fonctionnement. Hein. Donc ça, ce sont des grosses tendances à l'amélioration et c'est réel. Alors, il y a aussi d'autres biais, comme quand on ignore des éléments scientifiques. Soit on les connaît pas, soit on n'en parle pas. Hein. Donc, par des connaissances, hein, quand la biblio est incomplète, ou pas complètement, ou quand on manque de recul, notamment de réflexion épistémologique sur les méthodes utilisées. Et ou alors par calcul, hein, par exemple, plus ou moins conscient, hein, pour mettre en valeur sa chapelle, parce qu'on est dans un courant de pensée habituel, et puis on n'en sort pas, ou on veut pas en sortir, ou alors, et c'est plus grave, lorsqu'on anticipe des financements, hein, pour les capter. Hein, parce que finalement, parler surtout du résultat de telle communauté, de fait, derrière, ça va la rendre importante, les financements sont plus faciles à obtenir. Donc il y a eu un champ de bataille typique là-dessus, entre modèles à base physique et modèles semi-empiriques au niveau du GIEC pour la montée du niveau marin, au mérite d'ailleurs, hein, qui n'est toujours pas d'ailleurs vraiment conclu, bon, mais qui s'est fait quand même au détriment d'une communauté de modélisation conceptuelle. Voilà. L'autre problème, c'est la méconnaissance de la gestion du risque, c'est-à-dire de la méconnaissance de ce qu'il faut produire comme type d'information dans un cadre de gestion du risque, c'est-à-dire lié à la gestion des incertitudes, et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Les incertitudes et la gestion du risque. Donc, quelle information pour une décision robuste? Alors, vous voyez pas la citation, hop, je vous la mets. Ah, pardon. Donc, c'est d'Oscar Wilde, hein, j'aime beaucoup. Man can believe the impossible, but man can never believe the improbable. Et il témoigne par là de notre bien intérieur, hein, à accéder à certaines informations ou pas, juste en fonction de ce que l'on vient d'entendre, ce à quoi on est préparé. Donc, il faut savoir que sur le sujet, la bibliographie, finalement, en sciences politiques, hein, est assez fournie. Et depuis, finalement, les gros débats du GIEC, depuis une vingtaine d'années maintenant, il y a quand même pas mal de monde qui a travaillé. Et au niveau du corpus intellectuel, on a tout ce qu'il faut pour comprendre, finalement, ce qui se passe et comment on doit, finalement, se comporter. En tout cas, les grandes lignes. Donc, je vais prendre l'exemple de la montée du niveau marin pour vous illustrer comment on peut s'y prendre plus ou moins bien et comment il faudrait. Alors, bon là, c'est une photo de glaciers qui fondent, hein, comme vous avez vu, et je pense que tout le sujet est là. Donc, rapidement, je vous parle un peu des processus. Très rapidement, parce que finalement, c'est surtout comment on va expertiser cela qui est important. Donc, le niveau marin à l'échelle centenale, du siècle, grosso modo, subit et est influencé par plusieurs paramètres. Alors, évidemment, la fonte des glaciers, hein, la fonte des calottes polaires, la circulation océanique avec la température de l'eau, notamment, les perturbations des cycles hydrologiques, s'il y a plus de pluie en fonction des saisons, si c'est des pluies qui tombent sous forme de neige ou sous forme d'eau, etc. L'exorde des eaux souterraines, hein, qui ont contribué peut-être au tiers de la montée du niveau marin actuel, du centimètre. Voilà. Il faut savoir aussi que le niveau marin est quelque chose de relatif, hein, ça ne bouge pas pareil au niveau mondial. Hein, plus il y a le rebond glaciaire, il y a des formations de la croûte, tout ça. Il y a aussi des mouvements statiques liés à la tectonique, etc. Donc, on a des impacts globaux et des différenciations régionales.
Alors, donc, comme je dis, géoïde, c'est-à-dire en fait le poids, la façon dont la croûte répond, mais aussi le régime de courant, de marée, le régime de houle, le régime météorologique avec les dépressions, etc., le vent, et le rebond glaciaire, on en a déjà parlé. Il y a des processus progressifs qui sont souvent, c'est ceux-là qui sont modélisés, des processus catastrophiques qui, du coup, on les préhende de manière différente. Donc, le gros de la controverse se situe surtout là, sur les calottes polaires. Alors, les calottes polaires, elles, Sylvie pourra en parler mieux que moi, mais enfin bon, c'est pas le cas de parole, influencées par un certain nombre de rétroactions climatiques, donc les impacts directs, tout à l'heure, pour compléter. Donc évidemment la température de l'air qui opère un affinement, mais les courants marins aussi, la façon dont ils se réchauffent et ils circulent, la façon dont ils s'immiscent sous la calotte pour la faire fondre et la soulever, la fragiliser. Vous avez la lubrification avec la vitesse à laquelle les glaciers descendent dans la mer. Les icebergs ensuite en fondant rétroagissent sur la température de l'eau. En libérant des espaces par fonte, vous avez l'albédo qui est affecté puisque vous avez plus de terre sombre, forcément que de neige, mais aussi la poussière qui diminue l'albédo de la glace. Le changement des précipitations peut être moins de neige, plus de pluie. Le fait que ça descende, ça change les vents. Éventuellement aussi la température globale, la circulation au-dessus. Voilà. Bon, vous avez aussi des processus en dessous, mais qui dépendent moins du changement climatique. Après, vous avez des processus d'aggravation éventuellement par fragilisation lorsque la banquise finalement disparaît. C'est de l'eau en surface, mais c'est quand même l'eau qui mécaniquement fait un peu arc-boutant dans certains cas. Voilà. Donc c'est là plus particulièrement que se situent donc les controverses. Donc vous avez notamment cette marine base, cette calotte qui est posée en partie sur les fonds marins. À l'équilibre, il y a la glace qui arrive par au-dessus, puis il y a la glace qui part par là-bas, ça se casse, etc. Ça fond. Mais hors équilibre, si jamais ça se casse plus vite, donc l'état stationnaire s'équilibrer. Il y a cette limite-là qui va reculer. Alors, un des processus, donc en plus du fait que ça s'affine par au-dessus, qu'il y a des forces de lac qui se forment par des fissures, il y a de la fragilisation éventuellement des falaises, etc., qui pourrait augmenter la vitesse, et que ça se réchauffe par en dessous, en s'affinant par en dessous. En plus de ça, vous avez cette grounding line ici, là, cette ligne de front, là, qui peut se faire en fait dépasser par les eaux chaudes venant d'en dessous. Et du coup, ces eaux chaudes avancent, soulèvent, fragilisent davantage, etc. Et là, on a un auto-entretien de l'accélération de la fonte. Voilà. Donc ça, c'est un des processus qui fait débat, fait moins débat aujourd'hui, enfin qui faisait débat énormément. Et ça a des applications très importantes, puisque ce type de calotte, en fait, là, vous avez l'Antarctique Ouest ici, l'Antarctique Ouest, c'est essentiellement marin. Bon, vous avez un petit peu, ça se voit pas parce que c'est caché là, mais un petit peu aussi l'Antarctique Est, un peu le Groenland également, vous voyez, bon, moins. Donc c'est vrai qu'on parle surtout ici de l'Antarctique Ouest, mais vous avez des contributions à long terme des autres calottes polaires marines. Voilà. Donc, comment fait-on face à ça? Alors, vous avez la voie classique, je vais vous montrer un petit peu comment on marche dans les pas du GIEC. Et effectivement, on marche en rang. Alors, il y a une nomenclature de confiance qui est critère pour figurer au résumé pour décideur. C'est très simple. Donc vous avez un axe, c'est très simple, à mettre en œuvre c'est plus compliqué. Évidemment, c'est la preuve, donc consistance, preuve en quantité, qualité, type. Et l'autre axe, c'est le consensus. Est-ce que les gens sont d'accord ou pas? Et puis la moyenne, la somme des deux, la moyenne, bref, ça donne la confiance, l'indice de confiance. Et alors, quand vous êtes avec un indice de confiance moyen ou plus, c'est bon. Vous pouvez figurer au résumé pour décideur. Et puis sinon, vous pouvez pas. Alors, c'est respecté pour l'essentiel. En tout cas, pour la montée du marin, c'est respecté. C'est très important parce que un décideur, il lit le résumé pour décideur. En fait, non, pas lui. Enfin, c'est Z, c'est le système, etc. Ceux qui lisent le chapitre, disons les conclusions du chapitre du groupe de travail 1, les conclusions déjà, ça fait 10 pages, ou ça, moi je sais pas combien de pages. Déjà, ils sont pas nombreux. Faut vraiment des spécialistes. Alors, lire le chapitre lui-même, là, c'est même pas la peine. Je sais pas s'il n'y a pas ceux qui l'ont rédigé, qui le lisent. Et donc, finalement, vous avez toute cette série d'arbitrages. À la fin, vous avez l'information qui a été sélectionnée pour vous. Et suivant ces critères. Donc maintenant, quand on fixe un critère de confiance, ça veut dire qu'on décide de ne pas parler d'un certain nombre de choses. Ça peut s'assumer, il y a une stratégie derrière, etc. Mais enfin, c'est une information qui n'apparaît pas. Et à partir de là, on empêche toutes les analyses qui pourraient être basées sur ces composantes qui ne sont pas apparues dans cette occurrence d'expertise-là.
L'autre grille d'analyse, c'est les intervalles de probabilité. Donc, typiquement, la trame de fond, en gros, c'est qu'on a une gaussienne ou une distribution qui existe et qu'on est capable de penser, et que dans ces distributions, on va avoir deux intervalles, l'intervalle likely, probable, bon, qui en fait regroupe 2 chances sur 3. D'accord? Donc, il laisse de côté 17% à droite, 17% à gauche. Donc, 17% des cas les plus graves, c'est-à-dire 1 sur 6. Okay. Et puis l'intervalle very likely, c'est quand on va être plus large, donc c'est plus probable, donc effectivement, on a plus de chances de tomber dedans. Alors le very very likely, c'est 100%, donc vraiment, on est sûr de tomber dedans, et encore, quand on a pensé à tout. Donc c'est même pas complètement sûr. Donc vous voyez que very likely, finalement, ça retient plus de cas improbables. C'est le cas. Bon, mais c'est pas grave. Et donc à ce moment-là, on rejette 1 sur 10, c'est-à-dire en fait 1 sur 20 dans les plus graves. D'un côté, par exemple. Ou de l'autre. Enfin, souvent, c'est le côté. Et pour c'est finalement très éloigné de la moyenne. Donc quand on parle de la moyenne, finalement, de ces intervalles qui sont des intervalles plutôt centraux, vous voyez, ils sont centraux. Donc, on ne sait pas jusqu'où ça va sur les bords. Et les distributions sont évidemment souvent très très déformées vers les événements plus forts. Donc, le GIEC sur la montée du niveau marin rend compte, voilà, de cette manière-là, à travers des scénarios, des missions que vous connaissez bien, ces courbes-ci, qui montrent ces courbes, donc c'est très très quantitatif. Voilà, la montée du niveau marin. Si je prends le scénario pessimiste, on est jusqu'à par rapport à l'actuel, 1 mètre en médiane, et puis 1,20 m max. Sachant qu'on a déjà pris 24 cm depuis historiquement, environ. Donc, en fait, ce sont surtout, exclusivement d'ailleurs, les résultats des modèles à base physique, cette courbe-ci. Donc, elle ne synthétise pas l'ensemble des connaissances. Bon, le RCP de 2.6, il est moins probable, mais il est présenté à égalité de vraisemblance. Donc, ensuite, derrière, il faut expliquer ce que ça veut dire. Il n'y a pas d'intervalle very likely, parce qu'on n'est pas capable de le produire. Enfin, c'est plutôt ça. C'est pas tellement ça. C'est que la confiance, ils ne sont pas capables de produire la confiance. L'intervalle very likely, on pourrait le produire, mais on ne sait pas quelle confiance avoir dans cet intervalle. Et donc, du coup, on n'en parle pas. Bon, voilà, on passe. Alors ensuite, vous avez une considération sur la dynamique qui fait que quand on fait une erreur, cette erreur-là, enfin, cette marge-là, ne correspond pas temporellement à la même marge. Donc, en gros, on est plus tolérant sur la dynamique, sur l'erreur sur la dynamique de montée du niveau marin dans le scénario 2.6 que dans le scénario 8.5. C'est pas apparent quand on met juste cette fourchette. Voilà. C'est peut-être anecdotique. Mais, cet horizon au 1er siècle, là, précisément à cause de la dynamique, c'est pas forcément l'horizon le mieux choisi, parce que nous avons des ignorances particulières sur la dynamique. Notamment, va-t-il y avoir ou pas des effets de seuil, va-t-il y avoir ou pas des accélérations? Et toute la question, finalement, sur la montée du niveau marin, c'est celle-là. C'est est-ce que les dynamiques rapides vont se mettre en branle? Donc, vous voyez sur la montée du niveau marin les différentes contributions. Greenland, là, vous voyez, ici, vous avez un effet de seuil, des modèles, qui montrent qu'au-delà de 1,2 ou plus 1,7 degrés, on franchit le seuil avec une forme très très importante, mais au bout d'un temps infini. Au bout d'un temps fini, 2000 ans, ça reste, voilà, c'est quand même 2 fois moins faible, et plusieurs ans. Juste pour le Groenland. Antarctique, on n'en voit pas, vous voyez qu'au total, on a quand même un effet de seuil important, et il se trouve que par rapport au passé, eh ben, ce seuil a été franchi. Ensuite, les modèles semi-empiriques, il y a eu tout un débat là-dessus, c'est des modèles boîte noire. Ils disent, je ne cherche pas à reproduire le processus, mais je regarde autrement quelles pourraient être les variations avec des observations. Soit liées à la température, liées aux émissions, ceci, cela, c'est pas très important, c'est des méthodes différentes, assumées, non physiques. Et vous voyez ce que ça donne là, c'est le cas, donc c'est différentes sources, surtout Ramstorff, mais pas seulement. Donc pour le RCP 8.5, avec 2 hypothèses différentes, vous voyez en grisé l'estimation des modèles à base physique du GIEC et celles qui sont issues de ces différents modèles. On va jusqu'à 1,5 m, 1,6 m, par exemple. Et alors, ces résultats n'apparaissent pas dans le résumé pro-décideurs parce que ils sont jugés low confidence. Voilà. Notamment, il y a une grosse controverse, physiquement, les processus, tout ça, ça se discute, etc. Et donc à cause de ça, parce que c'est peut-être trop boîte noire, ces résultats ont été écartés. Mais il a été dit à juste titre que, en fait, d'accord, c'est boîte noire, c'est assumé, mais en fait, les modèles à base physique sont également, dans de nombreux espaces, des modèles boîte noire. Les comportements, ils sont résumés agrégés, ils sont résumés, quand ils sont calés sur des observables qui finalement sont influencés par d'autres paramètres que ceux des calibrations, etc. Et donc, en fait, il y a plein de boîtes noires partout dans un modèle à base physique. Et du coup, c'est aussi légitime de faire une grosse boîte noire que d'articuler plein de petites. Donc, ça donne l'impression d'une sévérité différentielle entre les deux. Et il y a effectivement une dissymétrie d'affichage, d'intervalle de confiance qui accentue une impression d'incohérence. Alors, avec ou sans fond de dynamique,
finalement, bon, le GIEC en parle un petit peu en légende, dans la légende. Il dit finalement ce qu'il y a dedans. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que, bon, je passe un peu vite, mais ce qui se passe, c'est que, bon, d'abord, il y a un arbitrage, hein, au profit de la fourchette basse, pas de valeur haute. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans cette AR5, le GIEC donne l'impression qu'il a inclus la fonte dynamique. Hein, vous la voyez ici, là, including dynamic, c'est marqué là. Hein, et c'est dans la légende qu'on se rend compte que non, il n'y a pas toutes les dynamiques. En fait. C'est les dynamiques rapides telles que modélisées par les modèles à base physique. Ce qui vous donne des estimations qui sont extrêmement faibles. Et puis vous avez la Antarctic Ice Sheet dynamique, ben, ils savaient pas trop pour les scénarios graves, mais ils l'ont quand même mis en transportant la valeur pour les scénarios dont ils étaient capables d'évaluer à peu près un niveau. Donc en fait, tout ce chiffrage qui donne l'illusion que cette dynamique catastrophique possible est prise en compte, mais ce n'est pas le cas. Donc les intégralités de scénarios ne sont pas explorées par rapport à la fonte, et la présentation est clairement la délusoire, donc elle est en fait vraiment trompeuse. Donc une gestion à certaines incertitudes. Alors comment faire pour rechercher des valeurs utiles pour la gestion? C'est la voie post-normale, donc avec un article de Funchkovic, bref, initiateur, et il faut mettre les mains, hein, il faut fouiller, il faut mettre les mains dans la boue, il faut mettre ça en frontal et chercher. J'en ai un exemple déjà, l'usage des tests statistiques. Voilà, ça va sûrement faire polémique. Donc, là, c'est une courbe aléatoire avec une tendance et un bruit gaussien. Et est-ce qu'elle est instationnaire ou pas? Y a-t-il une tendance ou pas? Bon, on la regarde, c'est flux, la tendance, je l'ai mise, ah oui, c'est vrai. Et alors, quand on pense au processus, qu'on est spécialiste du sujet, on peut se dire, ouais, en fait, on la voit pas trop, mais je pense qu'il y a une tendance. En tout cas, il ne faut pas la négliger. Alors, comment je vais faire? Si je m'appuie sur les tests statistiques, vous voyez, là, c'est le test de Fisher, sur les variances, qui montre qu'en gros, 14% de chance de se tromper, hein, donc en disant qu'elle est stationnaire. 14%, bon, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Alors on a un critère, un seuil à 5% qui dit que voilà, si c'est en dessous de 5%, c'est bon, on valide. Au-dessus, non. Alors il faut savoir que c'est totalement arbitraire hein, et purement culturel. Hein. Donc il n'y a aucune raison de choisir un pourcentage tant qu'on n'a pas une question derrière et qu'en fait on n'a pas précisé la question. Ce qu'on veut savoir en fait derrière, c'est pas si c'est stationnaire, c'est si c'est non stationnaire. Et ce qu'il y a, c'est qu'avec ce risque de premier test, on a juste montré qu'on peut dire que c'est stationnaire avec un risque. On n'a toujours pas dit si ce n'est pas stationnaire. Ça, c'est le risque de deuxième espèce. Est-ce que c'est faux? Alors, est-ce que c'est 14% de chance d'avoir tort en disant que c'est un stationnaire? Non, ça, on ne le sait pas. Pour faire ça, il faut faire notre hypothèse en disant c'est un stationnaire de telle manière, combien j'ai de chances de me tromper? Donc, en fait, c'est le risque de première espèce d'une hypothèse différente. Et donc là, je vous ai montré l'hypothèse, le modèle linéaire ou le test de Mann-Kendall. Et là, vous avez, si on valide l'hypothèse d'une tendance linéaire, 19% de chance de vous tromper, ou le test de Mann-Kendall, qui est juste une stationnarité, qui vous dit que vous avez 20% de chance de vous tromper en affirmant que ça suit cette loi-là. Et vous voyez quand même 14, 19, 20, c'est pas loin. Donc en réalité, on a à peu près autant de risques à dire que c'est un stationnaire qu'à dire que c'est stationnaire. Est-ce que pour autant, il ne faut pas dire que c'est un stationnaire? Les deux hypothèses cohabitent, vous voyez. Et ça, c'est le mauvais usage des tests de stationnarité. Si vous utilisez que le premier, bah, vous allez passer sous silence le fait que ça pourrait être aussi un stationnaire. Donc vous avez le droit de dire que c'est un stationnaire. Et là, vous avez autant le droit de le dire. Okay, et peut-être que même vous avez de bonnes raisons de le dire, parce que vous pressentez que ça va changer ensuite ou se poursuivre. Et là, si je rallonge un petit peu la courbe, la chronique, on voit que les indicateurs se caractérisent. Alors, test de Fisher, bon, il est un petit peu pas très bien calculé chez moi. Vous voyez qu'il devient très très gros. Là, on est à 94%. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais il augmente. Hein, donc là, effectivement, on a vraiment une grosse erreur, un gros risque à dire que c'est stationnaire. Et puis, le modèle linéaire, on n'avait plus que 7% d'erreur, ou 5% avec le test de Mann-Kendall. Donc là, en théorie, on est rassuré. 5% c'est bon, donc je peux le dire. Mais en fait, vous voyez que vous avez peut-être attendu 20 ans pour le dire. Et qu'on a peut-être perdu un temps pour peu. Et c'est exactement ce qui s'est passé, par exemple, sur les tendances, sur les plus extrêmes dans le sud-est de la France. Hein. Évidemment, tout le monde sait maintenant aujourd'hui que ça s'est passé. Sauf qu'avant, on n'était pas sûr. Donc, il y en a qui disaient, mais qui ne devaient pas le dire, ou enfin, qui ne se sentaient pas légitimés à le dire. Et vous voyez que sur cette chronique, c'est le risque à dire qu'il y a une tendance effective sur la sévérité des précipitations. Donc aujourd'hui, on voit hein, dans la chronique, on voit que beaucoup en sont accrus de 20 à 40% au-dessus de la normale précédente. Alors, vous voyez que si on s'en tient aux données jusqu'aux années 2000 environ,
eh bien, en fait, ouais, non, ça ne veut pas, voilà. En fait, on n'est pas légitimé par les tests statistiques pour dire qu'il y a une tendance. Mais si on rajoute juste 10 années de chronique, on se rend compte que la p-value s'effondre en dessous même des 5%. Donc, est-ce qu'il faut attendre vraiment d'être là pour en parler? Et en fait, moi, ce que je vous explique, c'est que vous avez le droit d'en parler avant si vous pensez que c'est une tendance à venir. Elle n'est pas encore validée par les chiffres, mais elle est encore statistiquement défendable. Et il ne faut pas hésiter à le faire. Voilà. Donc, c'est la nomenclature du risque. Je vais vous dire que ce qui est important dans le risque, c'est qu'il y a les risques prévisibles et les risques imprévisibles ou imprévus. Et que par rapport à ça, il y a 4 attitudes. C'est un petit peu dommage que je ne puisse pas vous détailler ça, parce que j'étais très bavard. Donc le risque vu comme un monstre, hein, parce que ça fait peur, et les impacts aussi. Et qu'en gros, il y a 4 étapes, 2 étapes où on se base sur les risques prévisibles, on essaie de les quantifier, soit par statistique, soit par scénario. Ensuite, où on les reconnaît pleinement, mais on ne sait pas trop les gérer. Et enfin, on leur donne toute la place, c'est-à-dire qu'en fait, on laisse la place aux incertitudes, aux controverses et aux avis divergents. Et bon, le GIEC se situe là, et l'apprentissage, on peut espérer qu'on va descendre un petit peu vers le bas, vers l'assimilation. Donc les risques potentiels, qui sont ici, font partie de l'ignorance reconnue quand on sait qu'ils existent. Et puis vous avez les risques potentiels mais inconnus. Les black swan, les effets surprises, quoi. Et ceux-là, on en parle assez peu, on est vraiment gêné avec. Et pourtant, on peut les gérer. On peut en parler, on peut poser une expertise là-dessus. Voilà. Donc, bon, il y a différentes méthodes pour estimer les incertitudes. Il y a des méthodes qui sont plus robustes vis-à-vis de ce qu'on ne connaît pas, des known unknown et des unknown unknown. Notamment bon, des analyses de pédigré et puis stakeholder involvement, c'est-à-dire l'application des porteurs d'enjeux qui ont leur propre expertise, qui sont sensibles à des enjeux qu'ils ont connus ou qu'ils suspectent sur leur propre territoire et qui sont pertinents pour leur territoire. Extended peer review, ça veut dire que la relecture n'est pas uniquement scientifique, mais se fait aussi avec les stakeholders, parce qu'il y a beaucoup de gens compétents dans les administrations territoriales et nationales, et ailleurs, il y a beaucoup aussi de bureaux d'études, il y a beaucoup de gens compétents qui ne sont pas scientifiques sur ces questions, et évidemment des scénarios qui incluent ces wildcards, genre effondrement des banquises, des calottes polaires. Pardon. Donc, l'inclusion des parties prenantes non scientifiques est très importante dans la construction de cette expertise, dès le début, d'une part, pour bien définir les questions pertinentes sur les enjeux, pour savoir quelles sont leurs vulnérabilités grâce à leur expérience et leur imagination, et pour construire l'exploration des pistes, éventuellement d'adaptation, notamment. Donc, voilà, donc ça j'ai déjà dit. Donc, les actions les attitudes par rapport à ces incertitudes sont variées. D'une part, vous avez la prudence par rapport aux risques avérés dont on peut mesurer la fréquence. Okay, c'est assez simple, on est prudent, donc on choisit ce qu'on fait, on sait ce qu'on fait. La prévention, c'est pour les risques dont on ne sait pas trop s'ils sont faciles s'ils vont arriver, hein, mais on s'y prépare, on les connaît, on a des idées d'amplitude. Et vous avez la précaution, qui est l'art en fait de se prémunir contre les risques inconnus, mal caractérisés. Ce principe de précaution traite donc des risques potentiels. Et là, du coup, il faut avoir des mesures qui sont versatiles, prendre des précautions en amont, s'autoriser à changer, etc. Pour en discuter peut-être une autre fois. Voilà. Donc, du coup, forcément, le principe de précaution est beaucoup plus fort pour gérer les risques non prévus ou imprévisibles. L'approche du GIEC, par contre, elle est très très mauvaise sur cet aspect-là. La résilience, notamment, c'est un autre aspect. Bon, bref. Donc du coup, vous aurez compris, je vous le détaille pas, que la méthode du GIEC, elle, pour monter le niveau marin, ne permet pas de notamment en raison des black swan wildcards qui consistent dans l'espace de controverse à ce qui pourrait se passer qu'on n'arrive pas à caractériser, hein, donc tout ce qui est de confiance incertaine, l'effondrement, la perte d'arc-boutant, des effets de rétroaction, etc. Et pourtant, pour se décider, il faut quand même avoir des chiffres ou des de projets qui ne sont pas des prévisions et qui sont des nombres de travail. Donc voilà, et qui dépendent des enjeux. Donc je vais aller très très vite. Ce qu'il y a, c'est que quand on fait un arbitrage, je vous l'ai dit, quand on fait un arbitrage, en fait, on devient subjectif. Quand cet arbitrage n'est pas mis en face, n'est pas partagé. Le risque, c'est vraiment ça, c'est de devenir subjectif sans le dire, d'introduire un arbitraire. Donc voilà. Et donc quand on regarde un petit peu plus largement les informations sur la montée du niveau marin pour se décider, il faut aller très très large.
Donc, il faut d'abord regarder d'autres chapitres de la R5, puisque en fait, je dis qu'un décideur, il lit que le chapitre Sea Level Rise. Il lit pas le chapitre réversibilité ni long term, hein, mais il faut quand même fouiller là-dedans. Donc, on a d'autres valeurs, hein. Il y a 7 mètres maximum. Bon, en fait, c'est juste le Groenland, donc normalement, c'est 15, peut-être plus. Les climats passés, dernière interglaciaire, 5-10, mais les climats passés, c'est aussi le Pliocène. Alors, pour le Pliocène, on n'a pas les mêmes chiffres entre la R5 et les hauteurs, hein. R5, 14 à 20, hauteur 15 à 35, voire 60. Tout ça pour démonter des températures de 2-3 degrés, vous voyez. Interglaciaire, 6-9. Alors, vous avez aussi ce qu'ont fait les voisins. Qu'est-ce qu'ils ont décidé, les copains? Donc, New York, par exemple, est allé jusqu'à un maximum de 2,5 mètres dans son projet actuel de réaménagement des côtes de Manhattan, notamment. Les sœurs de la Tamise jusqu'à 2,7, révisable. Les Pays-Bas, 1,3, ils sont un peu vulnérables. Mais quand même, ils passent à 2,4 pour 2200. C'est vrai que pour eux, c'est plus difficile. Donc forcément, quand on voit déjà d'une part que le passé nous indique des montées très rapides, et d'autre part que d'autres villes ont fait leur propre expertise et sont arrivées à des valeurs qui sont bien plus élevées que celles du GIEC, évidemment, ça incite à faire de même. Alors que croyez-vous que la France a fait? La France est basée sur le rapport qui était lui-même basé sur les résultats du GIEC et donne une valeur de travail, préconisation nationale de 60 cm. Voilà. Alors, évidemment, j'en ai parlé à de nombreuses reprises. Hein. Pourquoi? Enfin, bon, beaucoup de gens sont conscients. Et ce qui m'a été répondu, je ne dis pas qui, si on avait pris 1 mètre en 2100, ça aurait été la révolution. C'est-à-dire complètement impossible à manager en France à cause des répliques des maires, des industries, etc., de ce que ça signifie sur les villes, sur le foncier, etc. Donc en France, on n'est pas capable de gérer ça. Donc New York City, voilà, ben vous voyez, ils ont fait des zones, et la question c'était how bad can it be? C'était pas dites-moi quelle valeur prendre, hein, avec vos critères à vous. Dites-moi jusqu'où ça peut aller, on va décider ensuite. Voilà. On va décider en fonction des coûts et de ce que ça représente en abondant, etc. Alors qu'est-ce qui s'est mal passé dans l'expertise du GIEC? Donc plusieurs choses. Pourquoi ces choix ont été faits, hein? Parce que des choix ont été faits, des choix conscients ou inconscients. La mission était ambiguë dès le départ. Donc d'abord, il y avait une énorme pression politique en jeu, hein, avec les COP, avec le fait qu'il fallait absolument obtenir des résultats à reconnaissance du changement climatique, hein, et protéger les chercheurs des influences extérieures, des pressions extérieures. Donc du coup, dans la production, les porteurs d'enjeux ont été exclus. C'était en vue, sans doute, à cause de la pression politique. L'objectif de l'expertise était d'accompagner des négociations, derrière, d'emporter l'adhésion collective. Donc c'est un objectif. L'objectif n'est pas de s'adapter, l'objectif c'est de convaincre. À ce moment-là, il y a un objectif de résultat. La synthèse scientifique n'a pas d'objectif de résultat. Par contre, on est obligé du coup d'avoir une stratégie de communication. Cette stratégie de communication, c'était des arbitrages sur ce qu'on dit, surtout beaucoup en réponse au climato-scepticisme qui alors était instrumentalisé, organisé et extrêmement puissant, avec des gros risques finalement de ne pas aboutir. Le discours, ensuite, est traité comme normatif par tous ceux qui ont participé, hein, pour ne pas fragiliser le processus, ou pas dédire les collègues, etc., ou pas dire autre chose que ce qu'on a dit dans cette enceinte. Ça, c'est difficile aussi. Donc, il n'y a pas de charte de méthode imposée à la commande sur les controverses. Donc, forcément, derrière, des incertitudes, ça crée des conflits. Aussi, il faut noter une surreprésentation de la communauté de modélisation du climat, de modèles à base physique, si je veux dire. Hein. Du coup, la controverse est née à ce moment-là avec les modèles semi-empiriques, qui d'ailleurs ont été conçus en partie pour titiller la modélisation à base physique, car jusque-là, la confrontation des idées était plutôt absente, et ça, c'est aussi parce que la communauté des modélisations du climat est aussi autoporteuse. Hein. Très nombreuse, des financements, des revues, etc. Hein. Donc, c'est vrai que là, la confrontation était obligatoire, alors que dans d'autres disciplines, comme en hydrologie d'où je viens, cette controverse est dépassée depuis 10 ou 20 ans déjà. Hein. Entre modèles conceptuels à base physique, on a tout le matériau, il n'y a aucun problème. Bon, c'est des méthodes, chacun sa méthode. Voilà. In fine, les arbitrages sont faits en comité restreint, voire très très restreint. Hein. Ça devient secrétariat, voire le secrétaire, à la fin, quoi. Il faut bien faire les derniers arbitrages. Du coup, en raison des délais, de la pression et tout, ce qui fait qu'il n'y a pas la réflexion collective autour. Enfin, il n'y a plus cette réflexion collective autour, des choix pourtant importants, et l'objectif c'est de convaincre pour pousser à l'action, hein, bon, en vue de l'atténuation, mais plutôt que documenter pour préparer aux impacts et l'adaptation. Donc l'objectif hein, n'est pas le même, ce qui fait qu'on ne peut pas prendre une expertise pour un objectif et la verser pour une autre. Voilà. Du coup, les résultats sont impropres à la gestion des risques. Quelque part, c'est normal, mais aussi, il faut le dépasser. Voilà.
Merci pour votre attention. Désolé d'avoir été un petit peu trop ambitieux. Et voilà, place aux questions.